c'est le boulot du directeur commercial. On manage aussi des équipes. Donc c'est continuer à mettre l'humain et le collectif au centre de préoccupation pour que l'équipe se sente à l'aise et bien outillée pour pouvoir aller faire son travail. J'ai toujours, en termes de management, 3 choses en tête. La compétence, petit 1, petit 2, l'aptitude, petit 3, la motivation. Il faut continuer, et peut-être encore plus dans ces périodes un peu difficiles, à former les équipes par un moyen ou par un autre. J'irais jusqu'à dire qu'en fait, aujourd'hui, une bonne data, c'est aussi la crédibilité du fabricant sur le marché dans lequel il évolue. Bienvenue dans Fab Info, le podcast qui décrypte les enjeux de la donnée produit dans l'industrie. À chaque épisode, on donne la parole à celles et ceux qui vivent la réalité du terrain. Fabricants, distributeurs et experts. On parle format, PIM, e-commerce, relations clients et transformation digitale. L'objectif ? Comprendre comment la donnée devient un levier de croissance, de différenciation et surtout de vente. Je suis Lucas et je suis Paul et ensemble, on vous emmène dans les coulisses de la donnée produit. Fab Info, là où les données deviennent des ventes. Bonjour Alan, Bonjour, comment vas-tu? et ça va et toi Lucas? Très bien. On est aujourd'hui réunis pour un épisode sur la distribution, un métier que tu connais bien. Ça fait déjà des années que tu baignes dedans. Donc je vais te laisser tout de suite commencer. On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous raconter un peu ton parcours? Bien sûr, avec grand plaisir Lucas. Alors déjà, je veux te remercier de me recevoir aujourd'hui. Du coup, je suis Alan Barbotin. J'ai travaillé moi pour des fabricants de l'industrie du bâtiment, et ce depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ça a été l'opportunité pour moi de travailler dans différents univers, en l'occurrence le domaine de la plomberie et du sanitaire, le domaine des matériaux de construction et le domaine de l'outillage électroportatif, dans lequel j'ai œuvré dans différentes fonctions. J'ai commencé sur le terrain en tant que commercial. J'ai ensuite œuvré dans des fonctions de Key Account Manager, puis dans des fonctions de direction des ventes, où j'ai eu à accompagner des équipes sur les marchés des grandes surfaces de bricolage, du négoce professionnel ou des équipes dédiées à la prescription. Parfait. Tu as vu à la fois la distribution professionnelle, mais aussi particulier, plutôt professionnelle quand même? Alors, plutôt professionnel, et sous différents angles d'ailleurs, puisqu'il est très clair qu'aujourd'hui, le professionnel peut s'adresser à un réseau physique, et les grandes enseignes que beaucoup de gens qui vont probablement nous écouter connaissent. Et puis, la partie e-commerce aussi, qui devient aujourd'hui important, avec des vraies évolutions, je pense, dans la manière dont les artisans peuvent acheter le matériel dont ils ont besoin pour l'ensemble de leur chantier. Donc j'ai en effet eu cette opportunité de fréquenter aussi ces réseaux. Comment tu perçois ces différences, notamment là, sur l'artisan, l'achat pour le coup B2B? Est-ce qu'il y a des spécificités qui te viennent tout de suite en tête quand tu repenses à ton parcours et cette vente vraiment sur le professionnel, tu dis ça c'est vraiment sur le B2B qu'on le trouve? Par rapport aux grandes surfaces de bricolage ? Ouais, par exemple. Déjà sur la partie B2B, en tout état de cause, même si aujourd'hui l'offre est de plus en plus importante et de fait les industriels doivent vraiment faire un travail d'évangélisation de leurs produits qui peuvent être parfois plus complexes, et de fait bien faire comprendre les usages. Il n'en va pas moins que sur la partie B2B, les artisans sont des professionnels, ou les installateurs d'ailleurs, l'entreprise peut être plus ou moins grande évidemment, et que de fait, lorsque l'on s'adresse à un client B2B, on fait face à quelqu'un qui a quand même un niveau de connaissance relativement important, et du coup un niveau d'exigence qui peut être relativement élevé. Donc c'est pour moi une des choses qui peuvent faire la différence avec une clientèle qui va être peut-être plus amateur sur du réseau grand public, bien que de plus en plus informé dorénavant. Ouais, c'est sûr. On est dans un contexte, je crois qu'on enregistre le jour où un énième ministre démissionne et le gouvernement va encore changer. Bref, un contexte politique qui peut pas être plus incertain, je pense. Un contexte économique, du coup, qui est très incertain aussi. 2024, 2025, c'est des années, et encore plus pour le bâtiment, on le voit, on le sait, qui sont dures quand même. On se met à la place d'un directeur commercial. Là, on fait quoi? On réagit comment? Comment on s'adapte aux enjeux qui sont devant nous? Oui, c'est sûr qu'on peut vivre, cette situation comme un moment d'incertitude qui peuvent beaucoup questionner les directeurs commerciaux, et j'ai envie de dire les dirigeants d'une manière générale. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même rester optimiste. C'est une situation qui est passagère. C'est pas la première fois que notre pays traverse une crise telle qu'elle soit.
Et en l'occurrence, je pense à différentes crises dans l'univers du bâtiment, hein. 2008 a été des années particulièrement complexes, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment rester optimiste. Il faut que les équipes restent concentrées sur les opportunités qui peuvent se présenter, parce que oui, il y en a moins, oui, il y a de l'incertitude, mais il reste de l'activité. Et de fait, dans les fonctions de direction des ventes ou de direction commerciale, on a aussi ce rôle d'être le chef d'orchestre qui doit continuer à donner du sens aux actions du quotidien, malgré les tumultes de la vie. Et sans vouloir, je ne veux pas mépriser justement, mais est-ce qu'on n'est pas revenu aussi à l'essentiel du métier de la vente dans ce contexte-là, c'est-à-dire aller chercher aussi du nouveau business, peut-être ce qui se faisait un petit peu moins. Est-ce qu'on s'est pas reposé sur des acquis entre 2010, 2020, où ben, le réseau s'est développé, tout le réseau de distribution. Est-ce que là, pour le coup, les marques n'ont pas l'obligation aussi d'aller chercher encore plus du business et de se reconcentrer sur un métier de vente, d'aller convaincre, d'aller chercher des nouveaux leviers de croissance? Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Il est vrai que, alors, selon le type d'organisation dans lequel on évolue, sa position sur le marché, il est évident que un leader ne va pas forcément agir de la même manière qu'un challenger. Néanmoins, euh, quand le business se tend, quand le marché est très clairement aujourd'hui, le marché a ralenti, on ne va pas se le cacher. Il faut en effet continuer à déployer beaucoup d'énergie, et entre autres beaucoup d'énergie sur le terrain, beaucoup d'efforts, pour pouvoir en effet aller convaincre de nouveaux clients. Faire un travail de prescription, hein, je pense aussi à ça dans l'univers du bâtiment, qui est une des clés de la réussite, très clairement. Alors, au travers une bonne data d'ailleurs, permets-moi ce petit clin d'œil. Mais oui, oui, évidemment, oui. Il y a aujourd'hui un travail à fournir bien plus important peut-être que celui qu'on fournissait déjà pour actionner des leviers qui vont être en effet des opportunités de business supplémentaires. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais là aux directeurs commerciaux des marques industrielles dans cette période? Tu en as connu là des récentes marques pour qui tu as travaillé. C'est quoi là les leviers qu'on doit activer? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Quel conseil tu donnerais? Alors, pour le coup, je crois que le premier que je donnerais et qui peut paraître peut-être surprenant, c'est de ne pas se fier qu'aux chiffres. Et d'autant plus dans ces périodes de crise où on a tendance très vite les uns et les autres aussi à aller faire un point et aller regarder et checker les tableaux, qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bref, en tout cas, je pense qu'il faut, et je l'ai mentionné précédemment, continuer à donner du sens au travail que les équipes fournissent au quotidien. Savoir aussi être reconnaissant en fait, du travail que peuvent fournir les équipes, et d'autant plus dans des périodes qui sont plus complexe, on ne va pas se le cacher, parce que plein d'incertitudes, parce que le chiffre aujourd'hui il est beaucoup plus difficile à aller chercher qu'il n'a pu l'être dans des périodes plus fastes. Donc je pense que ce serait certainement le premier conseil, et c'est-à-dire que manager la performance c'est une chose, et c'est le lien que je fais avec les chiffres, c'est le boulot du directeur commercial. On manage aussi des équipes, donc c'est continuer à mettre l'humain et le collectif en fait au centre de préoccupation pour que l'équipe se sente à l'aise et bien outillée pour pouvoir aller faire son travail. Sachant que c'est un peu nouveau, alors j'utilise ce terme, peut-être c'est pas le bon terme, pas nouveau non plus, mais quand on dit aux équipes de vente aujourd'hui, bah voilà, il faut. Comment on fait pour mettre le curseur au bon endroit entre performance et pression, et justement sans tomber dans la pression malsaine, parce que là, il faut, comme tu l'as dit, il faut accompagner ces équipes pour aller chercher du nouveau business, pour aller faire le chiffre. Comment tu perçois ça? C'est quoi les techniques, là, pour le coup, peut-être managériales, que tu mettras en place? Comment tu accompagnes ces équipes? Tu me demandes de dévoiler des secrets là, Secret de management. Non, déjà, je pense que comme tout manager qui se respecte, il faut aussi faire du management dit situationnel. On ne va pas pouvoir forcément fonctionner de la même manière avec chacun des collaborateurs. Donc je pense que la première des choses, et en tout cas quand on a la chance de pouvoir faire du management de proximité, est vraiment de prendre en considération la manière de fonctionner de chacun. Certes, le management de la performance, il est évidemment important. Il faut rester attentif à toute la data en notre possession pour pouvoir
regarder ce qui se passe sur le marché, mettre en super place des important. mesures correctives, tout en restant et en conservant cet aspect humain qui est quand même le premier métier du manager avant tout, Bien sûr. en se préoccupant à la fois des motivations de son équipe, des compétences bonnes ou moins bonnes qu'elle peut avoir et de continuer à les accompagner pour développer les compétences. Souvent, quand on parle de compétences, encore plus dans ces métiers, moi j'ai été fournisseur, j'ai accueilli beaucoup de commerciaux, représentants des marques, Mm. qui parlent très souvent de leurs produits, Oui, de la marque qu'elles représentent. oui. Et parfois, on sent que derrière, il y a aussi un petit peu moins de formation sur la vente en tant que telle, la réponse aux objections, la phase de découverte. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment toi tu as pu mettre en place ou voilà, comment on optimise ce volet-là là, qui est crucial quand tu dois vendre encore plus, tu dois optimiser, tu dois pas simplement savoir vendre ton produit. Ouais, tout à fait, je te rejoins. Alors, moi, j'ai toujours, en termes de management, 3 choses en tête. La compétence, petit 1, petit 2, l'aptitude, petit 3, la motivation. Je ne te les ai pas complètement donnés dans l'ordre. Si je commençais par l'aptitude, ce serait, qu'est-ce que je suis, capable de faire et pas capable de faire? Parce qu'il y a ce qu'on est et ça, j'ai envie de dire qu'on a tous des aptitudes, de par, voilà, notre histoire, de par notre culture, et voilà. La seconde chose, c'est tout ce qui est lié à la motivation. Et pour le coup, c'est quelle est ma motivation du moment? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui ne me motive pas? Et je pense que le rôle du manager est chercher à comprendre quels sont les leviers de motivation de chaque individu et quels sont les leviers de motivation du collectif. Et la troisième chose, puisque c'est l'endroit où tu m'as emmené, qui est celui de la compétence, c'est en effet ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. L'autre question que j'ai envie de poser, c'est quand je suis moi-même collaborateur, suis-je conscient de ce que je sais ou inconscient de ce que je ne sais pas? Donc là, le manager a un vrai rôle dans son travail au quotidien. Et ça, souvent, tu le fais en accompagnant tes équipes. Ça, c'est si tu souhaites voilà, développer les compétences de ton équipe en interne. Tu peux aussi faire appel à des entreprises extérieures. Moi, il m'est arrivé d'en bénéficier ou d'en faire bénéficier. Et de fait, de voir ensuite tes collaborateurs souvent mettre en place pas mal de tips qui permet en effet de beaucoup progresser sur des sujets. Et entre autres, tu parlais de la phase de découverte, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui, enfin, je pense que dans la vente, ça fait partie des choses qui ont toujours été hyper importantes. Parce qu'une fois que tu as compris le besoin de ton client, tu vas pouvoir lui parler des solutions et des bénéfices de ta solution en fonction de ses contraintes à lui et de ses besoins. Donc, je pense en effet qu'aujourd'hui, il faut continuer, et peut-être encore plus dans ces périodes un peu difficiles, à former les équipes par un moyen ou par un autre. Et ça m'intéresse de creuser encore plus ce point-là. Qu'est-ce qui fait la différence pour te parler de produits que tu connais, admettons des parois de douche, des receveurs de douche. Si on parle de l'artisan qui va le vendre à son client particulier, on remonte un peu, il y a le distributeur, donc le Ouais, fournisseur, bien sûr. des réseaux de distribution qu'on connaisse qui doivent mettre en avant, parler de ces produits-là aussi auprès des artisans, et la marque. Et la marque, elle aussi, qui parle de distributeur. C'est quoi la spécificité quand tu es en haut de la chaîne, que tu représentes la marque? Comment tu vends ton produit? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors là, j'ai envie de te dire qu'il y a une multitude de réponses possibles. Comme tu l'auras compris, les équipes pour moi et l'humain est hyper important. Donc il est clair que la première chose, c'est d'avoir des équipes formées. Ça pour moi, c'est indéniable. La seconde chose, c'est toute la partie data. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en tant qu'industriel, on est de plus en plus sollicité par nos clients pour avoir une data fiable. Et qu'en fait, cette data fiable, elle a de multiples intérêts. Déjà, la première, c'est de faire un bon travail au niveau des référencements, par exemple, avec la distribution, qui clairement aujourd'hui est très exigeante dans la qualité des informations qu'on peut lui donner. Et si je dois aussi faire un parallèle avec cette data, c'est tout le lien que ça peut avoir avec la communication que tu vas faire par ailleurs. Puisque clairement, aujourd'hui, beaucoup de choses sont digitalisées et que de fait, si tu veux bien communiquer sur tes produits, il faut avoir une qualité d'information qui est excellente pour pouvoir la partager en fait avec le marché. Donc ça, ce sera la deuxième chose. Et quant à la troisième chose, si je devais en rajouter une, elle est aussi liée à la capacité de l'entreprise à mettre le client en fait, au centre de ses préoccupations. Parce que tu as mentionné quelques produits, mais je pense que c'est valable pour la totalité des produits.
Les entreprises peuvent avoir parfois d'excellentes idées, ça c'est pas le sujet, mais le marché n'est pas prêt. Est-ce qu'il faut sortir le produit? Donc il faut aussi construire en interne tout un système et des processus qui permettent aux équipes de bosser ensemble, tout en ayant une écoute attentive au marché. Voilà. Je trouve que c'est un point important parce que c'est vrai que ça remonte peu. On a l'impression que c'est souvent, ça vient de l'industriel qui décide de lancer une nouvelle gamme. Est-ce que, dans quelle mesure tu trouves que les industriels, pour le coup, écoutent vraiment le marché? Ou faut remonter les informations du terrain, de l'artisan qui, au contact des clients particuliers, va remonter tel besoin pour les dimensions, pour les couleurs, pour je ne sais quelle typologie de produit. Comment tu mesures ça? Alors, le mesurer, c'est pas si évident que ça. Alors, ceci dit, aujourd'hui, tu as des processus dans certaines entreprises qui permettent de parfaitement organiser la gestion de toutes ces données, puisque typiquement, j'ai connu des entreprises où une remontée d'informations terrain se faisait via le CRM, par exemple. Et Ok. donc, de fait, une fois que tu as intégré ça dans les processus et dans la culture de l'entreprise, les équipes, via les outils, intègrent la data, la remontent, est traitée par le marketing et de fait permet de nourrir sa réflexion et d'avancer dans les innovations ou en tout cas dans les attendus du marché. Après, on ne m'enlèvera pas que c'est aussi une culture d'entreprise. Et là, il y a, j'ai envie de dire, autant de cultures que d'entreprises sur Terre. Néanmoins, tu as clairement celles qui sont centrées clients et qui, de toute façon, et quoi qu'il arrive, vont s'organiser ou vont organiser des événements qui vont permettre de récolter de la data. Et tu en as d'autres qui, plus centrées sur elles-mêmes, mais pour plein de raisons, hein, une fois de plus, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, même si j'ai évidemment une préférence. Mais tu as encore des entreprises qui, malheureusement, aujourd'hui, arrivent parfois avec des super produits, mais mais c'est pas l'heure. Donc, il est un petit peu tôt et il faut repousser la sortie du produit. Est-ce que par exemple, des actions comme lire tous les avis clients, même sur les produits, les fiches de mes distributeurs, ça c'est des choses, est-ce que tu l'as vu passer, ou même s'entretenir avec un artisan, on prend quelques clients artisans, clients finaux finalement pour la marque, Bien sûr. et faire remonter sur un an où il a pu poser ces produits-là, quel est le ressenti? Tu as vu passer ce genre d'action, de process? Oui, alors j'ai eu la chance dans les différentes boîtes où je suis passé, d'avoir en effet vu le marketing, en l'occurrence, organiser de vrais moments autour de la réflexion et de l'innovation des produits ou des services d'ailleurs, hein, parce que le bâtiment c'est des produits, mais c'est aussi tout un panel de services en fonction de l'univers dans lequel tu évolues. Et en effet, j'ai eu la chance d'assister parfois à de très jolis exercices jusqu'à aller créer des clubs et inviter un certain nombre de leaders d'opinion, en tout cas c'est ce qu'ils sont finis par devenir dans l'entreprise, pour nous parler de leurs problématiques, accessoirement leur parler des nôtres, hein, puisque je crois que développer le commerce, c'est avant tout développer un partenariat. Faire la partie business n'est finalement presque que la conséquence de tout ce que tu vas mettre en place avant. Et donc de fait, oui, j'ai vu le marketing mettre en place des enquêtes sous des formes diverses et variées, organiser des réunions de co-création, des réunions de réflexion, des réunions autour du marché, de sa segmentation, et du coup de voir un petit peu la manière dont on devait agir et auprès de qui, en fonction des objectifs qu'on pouvait avoir. Bon, on a évoqué déjà pas mal de pistes, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus finalement au commercial, celui qui est sur le terrain? De quoi il a besoin? Tu as parlé de data, tu as parlé de formation, d'accompagnement, de management. Quand on est commercial sur le terrain, on représente une marque, surtout dans ce contexte-là, de quoi on a besoin d'autre? Est-ce qu'on a besoin d'autres éléments pour plus performer? Qu'est-ce qu'on attend aussi de son entreprise? Je crois qu'une fois que tu as fait la liste de tout ce que tu viens de citer, j'aimerais quand même en revenir à des valeurs un peu importantes à mettre en place. Et je crois que le commercial aujourd'hui a besoin de confiance. Et je pense et que c'est le rôle de l'entreprise et de son management que de mettre en place un certain nombre de choses qui vont leur permettre d'avancer. Des commissions? Pas que. Oui, alors oui, évidemment, il y a la partie rémunération, c'est un fait, même si, alors au risque d'en fâcher certains, mais je ne crois pas pour moi que la rémunération soit une source de motivation ou de démotivation, mais plutôt une source de satisfaction ou d'insatisfaction. Je reste convaincu que la motivation, c'est quelque chose d'intérieur
et que tu peux être le meilleur manager du monde, tu vas comprendre quelques leviers et tu vas réussir à activer certaines choses qui vont embarquer ton équipe. Mais qu'en l'occurrence, ce n'est pas forcément la rémunération qui va faire que ton équipe... C'est une motivation extrinsèque plutôt. Exactement. Ok. Donc oui, évidemment que la rémunération est un sujet, que la commission en est un, alors sous des formes diverses et variées, j'en ai connu plusieurs, qui étaient en effet plus ou moins compréhensibles en tout cas, et qui du coup, en ce qui me concerne, me permettaient de, je dirais pas de travailler différemment, mais en tout cas, comment te dire ? Je parlais de satisfaction et d'insatisfaction tout à l'heure. Quand tu es satisfait d'un système, en fait, tu ne te poses pas de questions. Et j'en reviens à cette histoire de confiance, en fait. Ta confiance en comment ça marche, en fait, ta préoccupation, c'est vendre, c'est répondre aux besoins de ton client, c'est trouver des solutions à ses problématiques, c'est répondre à ses contraintes. Voilà. Et en fait, tu es focus objectif. La rémunération, en fait, c'est la récompense. Le rôle du manager, le rôle du directeur commercial, le rôle du directeur des ventes, c'est de réunir toutes les conditions pour que l'équipe sur le terrain puisse correctement s'adresser à ses clients et soit focus sur les clients. En fait. La REM, elle sera bonne s'il a les outils pour pouvoir faire son job correctement. Mais là encore, c'est très lié à, tu l'as évoqué, la culture. Et oui. Toi qui es passé par plusieurs entreprises, oui. sans les citer, justement, expliquer quels éléments de culture tu as vu de bonnes, de moins bonnes. Qu'est-ce qui fonctionne? À quelle culture, toi, par exemple, tu t'identifies ou tu trouves qui est bonne, notamment pour un commercial, pour derrière performer, obtenir toute cette confiance-là? Dans les éléments qui, pour moi, sont importants, d'une, c'est la communication. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, encore, il peut y avoir des silos qui font dysfonctionner les équipes parce que le message il va être dilué, il va être interprété de différentes manières et diffusé pas toujours de la bonne manière. Et de fait, ça peut provoquer quelques dysfonctionnements. Donc je pense que petit 1, la communication doit être claire, mais presque comme des objectifs en fait. L'objectif, s'il est clair, s'il est mesurable, bref, je ne vais pas faire le coup de l'objectif SMART, mais néanmoins, la communication, pour moi, devrait être un objectif en soi. C'est important que les choses soient claires pour l'équipe. La seconde chose, je pense, c'est aussi une culture de l'autonomie. Les commerciaux sont quand même des cadres dans l'entreprise. C'est des personnes à qui on confie une mission de chiffre d'affaires, de marge, enfin bref, ils peuvent avoir beaucoup d'objectifs, mais une fois de plus, c'est des personnes que tu manages à distance, c'est pas forcément des personnes que tu as tous les jours autour de toi, et qu'il est important de conserver une bonne autonomie pour qu'ils puissent, une fois de plus, faire leur travail en toute confiance et continuer d'avancer. Autonomie, mais accompagnement quand même. Donc comment tu maintiens un lien tu les appelles tous les soirs, tu les appelles toutes les semaines, vous faites des points. C'est quoi les bonnes pratiques que tu as pu voir à ce niveau-là pour garder un bon équilibre entre... Moi, je suis assez adepte de quelques rituels managériaux. Mais là, c'est pareil, quand tu arrives dans une entreprise, il y a déjà des choses qui peuvent être en place. Alors, soit tu es missionné pour faire bouger les choses parce que en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou les résultats attendus ne sont pas là. Et donc, de fait, tu audites, tu fais ton diagnostic et tu proposes des solutions. Donc là, tu peux éventuellement faire bouger les choses. Puis il y a aussi parfois des choses qui fonctionnent très bien, mais ça va passer par donc de l'accompagnement individuel, ça va passer par toute une partie de collectif. Tu vas réunir ton équipe sur un sujet en particulier, pour un point en particulier. Ça peut être du one-to-one une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Alors c'est toujours pareil, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de la taille de l'équipe, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le rituel managérial, pour le coup, et selon moi, permet quand même de donner un cadre, de donner quelques habitudes et de fait, de mettre en place des processus ou des protocoles, même si le mot est un petit peu fort, qui permettent de donner du rythme à la relation et à la bonne communication. Voilà, exactement ce que j'allais dire, garder une bonne communication comme tu l'as évoqué. Justement, par rapport à cet aspect-là, tu as évoqué la culture, la communication. Jusqu'où ça va pour les commerciaux? Souvent, on entend qu'il faut protéger aussi les commerciaux. Quelles informations on ne devrait pas dire aux commerciaux? Ou est-ce qu'au contraire, tu es partisan
les commerciaux doivent tout savoir parce que plus ils en savent sur la boîte, sur l'entreprise, son fonctionnement, ce qui se passe au niveau du produit, du marketing, et plus ils ont les clés pour correctement vendre et savoir dans quel contexte ils vendent leurs produits. Alors on en revient toujours à cette histoire de culture. Je ne pensais pas qu'on aborderait autant ce sujet aujourd'hui, mais pour le coup, c'est finalement assez redondant. Des entreprises vont être ultra transparentes sur la manière dont les choses fonctionnent, d'autres vont l'être moins. En ce qui me concerne, puisque c'est en mon nom que je vais parler, je reste convaincu que le manager, quelle que soit sa position dans l'entreprise, doit savoir les messages qu'il peut passer et les messages qu'il doit garder pour soi. Parce qu'il peut y avoir parfois des mouvements dans une entreprise et que les équipes n'ont pas forcément besoin d'avoir l'information dans l'immédiat. Néanmoins, ce qui peut être très intéressant dans le passage d'informations, c'est aussi les réflexions qui peuvent exister en fait autour du développement de l'entreprise, autour du développement des gammes, du développement des services, parce que clairement les équipes sur le terrain sont au contact des clients. C'est ceux qui ont la chance d'être au plus proche de la réalité du quotidien et que de fait, l'équipe commerciale, si elle est là pour faire du chiffre d'affaires, elle est aussi là à un moment pour remonter de l'info et permettre à l'entreprise de s'adapter au mieux au marché. C'est comme beaucoup de choses une histoire de juste équilibre, mais de culture d'entreprise, une fois de plus. Certaines entreprises font le choix d'assez peu partager un certain nombre d'informations. À eux d'en subir ou non les conséquences, Exactement. ça chacun en jugera. Je te propose qu'on referme ce chapitre culture et management. Alors, on va en ouvrir un autre sur les process de distribution du marché français, qui est assez spécifique. On parle du marché du négoce. Quelles sont les spécificités justement d'abord du marché du négoce en France et quels sont les défis qu'il présente particulièrement? Alors, d'une, je trouve que c'est un marché qui est quand même assez fragmenté. Tu as quand même beaucoup d'intervenants, sachant qu'aujourd'hui, le marché du bâtiment est assez alors, siloté, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu as quand même des spécialités et que du coup, les réseaux de distribution sont organisés en conséquence. Tu vas avoir le réseau de négoce généraliste, le réseau dédié plomberie sanitaire chauffage, électricité, etc., etc. Donc on est quand même sur un marché qui est assez segmenté, avec du coup des structures de taille différentes. Tu as les très grands groupes, dont je ne vais pas forcément citer le nom, on n'est pas là pour ça. Et puis tu as aussi des réseaux d'indépendants qui sont plus petits, entre guillemets, de par le comment... Leur chiffre individuel. Leur chiffre individuel, exactement, merci pour ton aide, mais qui, de par ce rassemblement, fait de ces organisations des intervenants hyper importants sur le marché. Donc ça c'est mon premier constat. Et pour le coup, ce que je trouve plutôt moins intéressant autour de tous ces réseaux de distribution, en tout cas pour les fabricants de l'industrie du bâtiment, c'est aussi de savoir s'adapter à chaque niveau. Parce qu'en fait, c'est des organisations qui sont globalement très structurées et tu as des décisions qui se prennent au niveau national, des décisions qui se prennent au niveau régional, des décisions qui se prennent au niveau local et que de fait, chacun a un rôle à jouer dans les fonctions qu'il occupe. Ok. Qu'est-ce que tu penses, pour parler de spécificité, on va parler de choses qui nous concernent chez Daiteo, notamment les formats, les matrices, les fichiers, on parle du Fab 10. C'est quoi ton avis? Tiens, je te pose une question directe, c'est quoi ton avis sur le Fab 10? Alors, déjà, je remercie ceux qui ont pensé de mettre en place ce système-là parce que, et pour preuve, je pense qu'il est devenu incontournable. Alors, tu cites le Fab 10 et ça tombe bien parce que c'est celui que j'ai le plus manipulé. Si ce fichier est bien travaillé, ta donnée produit est fiable, elle est bien structurée et de fait, tu as une meilleure communication de toute la data indispensable aujourd'hui à un bon travail de référencement, à un bon travail de communication auprès du réseau de distribution, à un bon travail de communication vers tous les intervenants du marché. Que ce soit maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, architecte, installateur, enfin, la liste est longue, surtout dans l'univers du bâtiment avec beaucoup d'intervenants qui vont avoir de l'intérêt, certains pour des raisons réglementaires, d'autres pour des raisons logistiques, pour des raisons tarifaires, pour des raisons de médias, on parle de communication, vidéo, photo, etc. Donc j'irais jusqu'à dire qu'en fait aujourd'hui une bonne data
c'est aussi la crédibilité du fabricant sur le marché dans lequel il évolue. C'est pour moi inconcevable, et j'y ai pas été confronté, en tout cas pas à son niveau le plus bas, mais d'arriver sans data. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est impossible. Pour autant, c'est quand même un défi encore d'avoir ce fichier complété Oui. au maximum. Tu Exactement. parlais, on va y revenir, hein, désolé, mais sur ce sujet de la culture, du management et de silos, parce que on voit encore chez beaucoup d'industriels, ce fichier, il est source de tension, ou en tout cas de dysfonctionnement, parce que qui a la bonne donnée, logistique, marketing, comment les équipes vont collaborer pour qu'au final, le commercial ait le bon fichier, que le distributeur réceptionne la bonne data. Comment ça s'organise bien? Comment on fait pour organiser tout ça correctement pour que le fichier-là, il serve réellement comme tu l'as décrit? Après, je pense que la direction et la gouvernance de l'entreprise a un vrai rôle à jouer en fait dans le bon fonctionnement du système. Alors pas tant sur des aspects pratico-pratiques, par contre il est très clair que chaque service, a priori, a un rôle à jouer important dans le fait que la data soit délivrée au bon moment, sous le bon format. Et donc pour le coup, soit tu as les moyens en effet d'allouer beaucoup de ressources et les choses peuvent se faire dans des temps peut-être plus rapides, ou soit tu as beaucoup moins de ressources, mais je pense que ça doit en effet rester un objectif. Et en fait, ça doit être une des priorités dans l'entreprise. Parce que c'est le début, j'ai envie de dire, c'est ce qui va permettre à terme de pouvoir faire du business correctement. La data est devenue clé aujourd'hui. Donc les formats et donc le Fab 10 incontournable. Entre autres. Incontournable. J'ai une question que j'aimerais te poser, c'est imagine que demain, tu lances ta marque. Tu lances ta marque demain, industrielle, dans les réseaux de négoce qu'on vient d'évoquer. Ce serait quoi pour toi les astuces, les choses à savoir? En fait, comment on évite les erreurs? Toi qui connais bien ce marché, évidemment, ce serait plus simple d'adresser les négoces correctement, mais il y a plein de subtilités, il y a plein de petites choses à savoir. Comment on évite les erreurs? Déjà, je pense qu'il faut de toute façon bien réfléchir à ta stratégie de go-to-market, en l'occurrence, et qu'il y a évidemment toute une réflexion et une analyse à avoir autour des fondamentaux de la mise en place de ta marque sur le marché. Puisque tu as parlé de data tout à l'heure, c'est clairement fondamental. Mais il faut aussi avoir les bonnes gammes de produits, il faut avoir le bon positionnement tarifaire, il faut avoir les bonnes ressources en interne pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que je viens de te citer. Et puis, il faut aussi, en parallèle de ça, avoir toutes les ressources qui vont te permettre d'aller parler de ta solution au marché. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y a la data, les outils, les processus, et puis toutes les ressources humaines, en l'occurrence, qui feront qu'à un moment ou pas, tu seras en mesure d'intégrer le marché d'une manière plutôt cohérente, viable et avec performance surtout. Il est dur à pénétrer ce marché français pour toi, ce réseau de négoce? Je pense que ce serait clairement très prétentieux de ma part de dire que c'est facile, parce que rien n'est facile. Donc non, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples, surtout qu'on a aujourd'hui un fonctionnement en France qui, par la force des choses, a aussi permis à des leaders ou à des intervenants majeurs sur le marché de mettre des barrières à l'entrée, très clairement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que derrière une relation commerciale, il y a des enjeux économiques, que ces enjeux économiques ils se traduisent dans des contrats qui sont négociés chaque année, et que tu as parfois suffisamment de force, de puissance ou un rapport de force qui peut être en la faveur de l'un ou de l'autre, qui va faire qu'il y a clairement des barrières. Et donc toi, quand tu débarques, soit tu as une solution disruptive, et pour le coup, tu vas éventuellement interpeller, et de fait, on va t'offrir ta chance. Sinon, clairement, il va falloir faire preuve de discipline, de rigueur, de travail, et ne jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. Résilience alors avant tout. Résilience avant tout, exactement. Et pour parler de stratégie toujours, pour des marques qui seraient justement challenger, marque B ou C, qui voudraient développer encore plus son chiffre sur le territoire, comment tu juges si tu dois mettre plus d'efforts sur des négoces existants, ton réseau actuel, ou au contraire aller chercher des nouveaux, des indépendants par exemple, développer ton réseau ailleurs?
au-delà des chiffres, peut-être comment toi tu mesures, comment tu ressens et comment tu conseillerais à une marque qui veut se développer à ce moment-là entre ces deux directions stratégiques? Je pense que globalement, il y a de toute façon un travail d'analyse à faire, c'est évident. Là encore, donner des conseils, de manière, immédiate ne me paraît pas évident. Il y a un travail de diagnostic à faire, il y a un travail d'audit, il y a un travail d'étude de marché. On peut s'imaginer que quelqu'un qui veut s'implanter sur le marché je sais pas, de la ventilation, va pas prendre du tout les mêmes décisions que quelqu'un qui va vouloir, venir sur le marché je sais pas, d'un matériau de construction. Heu, Mais une problématique très, très concrète mmh. auquel un commercial fait face, c'est justement comment tu juges du potentiel encore que tu as avec un négoce, avec un distributeur, un client distributeur précis. Toi qui a fait ce métier Ouais. justement, comment tu l'optimises pour savoir si tu dois passer encore plus de temps avec ce client-là, aller développer ton business avec lui ou alors au contraire tourner vers des nouveaux? Bah, déjà, peut-être que la première chose que je vais te répondre est liée à la qualité de la relation commerciale. Et je pense que c'est aussi ce qui fait toute la force à un moment d'une force de vente, et de ses équipes de manière individuelle. On parlait tout à l'heure d'un travail de découverte, par exemple, très clairement. Au-delà de la propre connaissance que les uns et les autres pourront avoir, du marché de manière locale, régionale ou nationale, il y a aussi tout ce que tu vas pouvoir co-construire avec ton client. Alors, il y a toujours une part de bluff, hein, dans le commerce, ça peut arriver, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, tu vas aussi pouvoir, au travers, une meilleure connaissance, de tes clients, être a priori en mesure, de pouvoir vérifier s'il y a des opportunités, de faire apparaître des nouveaux produits dans son référencement, ou pas. Voilà, tu peux travailler sur le stockage, tu peux travailler sur le développement du chantier. Et ça, logiquement, chaque commercial, c'est aussi sa force. Souvent en collaboration d'ailleurs avec le market et toute la data, on y revient tout le temps à cette data. Elle est majeure. C'est pas de la data produit, c'est de la data marché, c'est de la. Voilà. Mais il faut qu'elle remonte. Mais il faut qu'elle Et remonte, mine de c'est un rien, fait. sans te mettre en porte-à-faux, comment tu juges objectivement cette relation distributeur-industriel? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce que justement il y a des informations? Est-ce qu'elle est trop opaque? Est-ce qu'au contraire, tu parlais de relation commerciale, est-ce que justement c'est la clé de voûte pour obtenir ces informations clés de potentiel chez un client, d'optimisation? Est-ce que le distributeur il joue vraiment son rôle pour optimiser les ventes de ton produit? Clairement, d'une enseigne à une autre, je ne t'apporterai pas la même réponse, pour être très clair. D'une, parce que le relationnel est différent. De deux, parce que la stratégie du distributeur que tu as en face de toi n'est pas systématiquement la même et que de fait, les attendus, au-delà des grands classiques, mais les attendus ne sont pas toujours les mêmes. Il peut y avoir quelques subtilités. Évidemment que le distributeur, pour partie, joue son rôle. Et puis, il y a une toute autre partie dont le rôle est celui, selon moi, du fabricant, pour une raison très simple. Aujourd'hui, le distributeur, il a je ne sais pas combien de fabricants qui le sollicitent, avec qui il travaille ou pas, et du coup, il se retrouve avec des équipes sur le terrain, certes, qui sont en grand nombre, mais qui ne peuvent pas connaître toutes les subtilités des produits, et du coup, s'adresser avec un niveau d'expertise élevé auprès soit des applicateurs, ou en tout cas auprès de ceux qui vont acheter ou installer le produit. C'est là où je pense que le fabricant aussi a un rôle hyper important, et souvent ça se construit au travail des équipes de prescription qui vont intervenir en amont et qui du coup vont devenir des apporteurs d'affaires pour le distributeur. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie coopération, c'est que chacun a un rôle à jouer, et c'est pour ça que je ne veux pas en juger. Certains fabricants trouveront certainement que des distributeurs ne jouent pas leur rôle ou le jouent moins bien que d'autres. Et réciproquement, les distributeurs trouveront que certains fabricants sont plus ou moins bons et performants sur certains sujets. Est-ce que tout ça est corrélé avec la position sur le marché ou pas du tout, selon toi? Est-ce que quand on est leader, on a tellement de rapports de force et que finalement on peut imposer un petit peu tout ce qu'on veut? Dans quelle mesure, selon toi? Oui, alors l'imposer, évidemment que quand le rapport de force est plus ou moins déséquilibré, je vais volontairement citer des marques de l'agroalimentaire pour éviter tout débat sur l'univers dans lequel j'évolue. On peut s'imaginer que Coca-Cola ou qu'une grande marque de soda
puisse plus facilement imposer ses produits, parce que si le produit n'est pas présent dans le point de vente, le business sera dégradé parce que le client veut ce produit de toute façon et que de fait, si c'est pas chez A qu'il ira le chercher, il ira le chercher chez B. Donc ça fait partie des choses qui existent aussi dans l'univers du bâtiment, c'est indéniable, mais néanmoins, ça n'empêche pas des challengers de mettre en place les ressources pour justement assurer leur développement, et je l'ai moi-même vécu dans mon expérience professionnelle, en allant clairement prendre des parts de marché à des très gros intervenants du marché. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il y a le marketing aussi justement qui fait son boulot là-dessus. Oui. Tu parlais d'image de marque parce que finalement c'est Mmh. le client final qui Bien sûr. demande ton produit. C'est hyper intéressant. C'est plus complexe quand même dans le bâtiment que dans l'agroalimentaire. Il y a moins de pubs directes, certains en font, mais C'est un fait. c'est plus indirect. Quelle bonne pratique tu as vue et pour en revenir d'ailleurs à cette collaboration avec le marketing, tout à l'heure tu parlais un peu de silo. Est-ce que toi tu as eu des très bonnes relations avec le marketing? Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Est-ce que tu as pu faire remonter des informations pour que tout ça progresse pour prendre ses parts de marché? Oui, tout à fait. Je te remercie pour ta question, parce que je fais partie de ces personnes des équipes commerciales qui ont une très, très forte appétence marketing. Qui ne pensent pas que le marketing fait juste des dessins. Alors, qui ne pensent Je pas que caricature, mais on l'entend qui encore réellement hein, parfois. qui pensent que le marketing est aussi un investissement dans l'entreprise et pas systématiquement une structure de coût. J'en suis même parfois à me demander pourquoi il n'y a pas que des directeurs ou des directrices marketing et commerciales ou des directeurs commerciaux et marketing, peu importe. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. La relation entre le marketing et le commerce est primordiale. Pour moi, ces services doivent travailler main dans la main parce que je crois qu'une des principales préoccupations, au-delà du succès, de la réussite et de la performance de l'entreprise, tout ça réside en fait dans le client. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même le client à un moment qui décide de si ton offre et la solution que tu proposes est viable et intéressante pour lui. Et donc, de fait, je trouve hyper important que le marketing et le commerce bossent ensemble. Je caricature, mais on a l'image évidemment du service marketing qui pond un catalogue chaque année. Bon, ça c'est Ouais. une évidence. Pour aller plus loin, justement, si on parle à des industriels qui nous écouteraient, qui aimeraient s'inspirer, est-ce que tu as vu, toi, des bonnes pratiques, des actions qui sont réalisées par le marketing qui aident vraiment les équipes commerciales? Oui, tout à fait. Et puisque tu viens de mentionner le catalogue derrière, la dernière entreprise en date dans laquelle j'étais faisait coopérer les équipes commerciales dans la création du catalogue, par exemple. Voilà. Exemple assez basique, certes, mais qui n'est pas forcément une pratique commune. Et néanmoins, tu ne peux pas non plus associer tout le temps tout le monde à tous les projets de l'entreprise. Mais oui, j'ai régulièrement vu, et par chance, je pense, les équipes commerciales associées à des projets marketing et réciproquement les équipes marketing associées à des projets commerciaux. Le développement d'une offre, par exemple, X ou Y, pour moi, est un travail qu'on peut faire en commun. Est-ce qu'à l'inverse, justement, une équipe marketing devrait être sur le terrain avec les commerciaux de temps en temps? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est des pratiques que tu as vues, toi, des équipes marketing qui viennent au contact du client distributeur, du client même final, avec les équipes commerciales? J'ai vu des responsables de marché, entre autres, dans des services marketing, passer du temps sur le terrain pour pouvoir en effet mieux comprendre les problématiques auxquelles étaient confrontés les clients, qui soient d'ailleurs, une fois de plus, distributeurs, installateurs ou autres. Je trouve quand même qu'en un petit peu plus de 20 ans d'expérience maintenant, puisque tu me demandes mon avis, je trouve que ce n'est pas forcément fait de manière suffisante. J'aurais apprécié bien des fois que le marketing puisse consacrer plus de temps sur le terrain pour pouvoir mieux intégrer un certain nombre de choses et que ça passe au travers ses propres filtres et pas forcément les filtres de l'équipe de vente. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire finalement dans ce contexte? Faire remonter la stratégie du terrain en allant chercher ces informations, en allant constater au-delà des chiffres, tu en parlais tout à l'heure, pour faire remonter et élaborer une nouvelle stratégie. Est-ce que ça ne doit pas passer par là finalement? Alors ça doit ou pas, je t'avoue que j'ai évidemment une préférence. Après, une entreprise, c'est aussi des contraintes organisationnelles, c'est des contraintes de coûts. On est aujourd'hui sur un marché qui est quand même globalement tendu, avec la nécessité pour les directions, quels que soient les services d'ailleurs, d'être plutôt attentifs aussi
à ce genre de choses et que de fait, on ne peut pas non plus systématiquement offrir la possibilité à des équipes qui sont plutôt sédentaires de passer beaucoup de temps sur le terrain. On ne va pas se le cacher, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, par vigilance aujourd'hui dans ce climat d'incertitude, sont très très attentives à leurs ressources et qui de fait font autant, voire plus de choses, mais avec moins de personnes. Donc oui, dans mon monde idéal, il y aurait peut-être même une personne du marketing qui passerait sa vie sur le terrain. Mais ça, c'est dans mon monde idéal. Et dans ton monde à toi, réaliste, plutôt innover dans cette période ou au contraire rester conservateur? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour innover. Je trouve que cette manière de fonctionner, en tout cas dans une entreprise, est finalement primordiale. L'innovation, c'est ce qui permet aussi souvent de générer du nouveau chiffre d'affaires. C'est ce qui peut permettre aussi parfois d'améliorer les marges quand les choses sont bien pensées. Et puis c'est aussi ce qui peut permettre d'interpeller les clients sur ta marque, ton entreprise, tes équipes, tes solutions. Et donc de fait développer des prises de part de marché. Donc je ne sais pas s'il y a un bon ou un moins bon moment pour le faire parce que je ne suis pas non plus expert en ce domaine, mais en tout cas dans mon rôle au commerce, je trouve toujours hyper intéressant d'avoir de nouvelles choses à proposer parce que ça alimente aussi la relation, que ça la fait perdurer et qu'on est quand même dans un métier où les relations sont hyper importantes et que de fait il faut aussi qu'on ait une histoire à construire ensemble et l'innovation en fait partie. Donc innovation, oui, même managériale, même. Et pourquoi pas. T'as plutôt tendance à venir et tout changer ou au contraire t'adapter évidemment, mais est-ce que tu rejoins la direction commerciale chez un industriel demain, tu t'es plutôt à vouloir mettre des choses en place par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant? Alors, écoute, j'ai changé d'entreprise à quelques reprises sur ces 20 années d'expérience. Et je pense en effet que ma nature est quand même de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent et à essayer de les faire bouger. C'est plutôt ma nature. Après, la sagesse et l'expérience t'apprennent aussi que tu ne peux pas tout changer et tout révolutionner, parce qu'un changement, ça se conduit. Donc il faut savoir parfois accepter que les choses ne sont pas parfaites ou comme tu les avais totalement imaginées, mais qu'il faudra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Et de fait, pourquoi pas initier le changement, mais l'installer sur la durée et pas vouloir tout révolutionner, ce qui peut globalement parfois inquiéter, voire perturber les équipes, et ça peut nuire à la performance, ce qui n'est pas l'objectif d'un manager. Donc le changement, oui. Et l'installer plutôt sur la durée, même idéalement le co-construisant avec les équipes, ce que j'ai eu la chance de faire dans différentes expériences. Ouais, tout à fait. C'est souvent le cas aussi lors de nouveaux outils. Oui. Tu as dû peut-être le connaître par le passé. Le CRM par exemple. CRM, le RP, le PIM. ERP un petit peu moins parce que pour le coup c'était moins mon domaine d'expertise, même si au bout du compte c'est un outil qui peut parfois prendre des décisions à ta place dans l'entreprise, si tu me permets de te le dire avec un petit sourire. Après, sur les sujets du PIM, c'est quand même souvent des sujets qui sont entre les mains du marketing. Donc j'y ai été un petit peu moins confronté, même si aujourd'hui, c'est une fois de plus primordial. La data produit est pas discutable en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet qui devrait même plus se négocier en fait. C'est un prérequis. Ouais, mais justement, est-ce qu'on peut encore se permettre qu'un commercial, au-delà de son CRM, et je vais te poser la question sur le CRM, on pourra aller au bout, mais est-ce que c'est suffisant qu'une équipe commerciale aujourd'hui bosse sur un Excel? Elle n'a pas toujours accès au PIM, on le sait, hein, mais est-ce que c'est Exact. suffisant de travailler avec des fichiers Excel? Est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin? Évidemment, je te parle de ça parce que je l'ai été où on le propose, mais c'est quoi ton constat de ton côté? Oui, il est très clair qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, quid des ressources que tu souhaites allouer parce que tu en fais quelque chose de stratégique ou pas dans le fonctionnement de ton entreprise. Il est très clair que moi, j'aurais rêvé parfois que les choses soient plus automatisées. Tu parles de Excel, je pense tout de suite à la recherche V. On ne va pas faire de cours Excel aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de temps j'ai passé à faire de l'intégration data dans les fichiers de nos clients distributeurs, par exemple.
pour pouvoir bosser sur un référencement, ou en tout cas pour faire avancer les sujets. Donc oui, c'est très clair que si demain, par un moyen magique ou pas, on pouvait intégrer les choses de manière automatique, ce serait plutôt magique. Ouais. Ce qui a permis le CRM, entre autres. Avant, on avait des notes, on avait un calepin, Oui. on avait. Oui, c'est un Toi, tu as fait. vu vraiment émerger le CRM et l'utiliser. Oui, Hein. oui, tout Désolé, à je fait. ne veux pas Ouais, te faire ouais, passer pour. Non, mais non, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que j'ai connu, moi, sur un pan de ma carrière, la bonne vieille fiche que je stockais dans une caisse rangée par ordre alphabétique et par département. Voilà, la bonne fiche client dans laquelle je faisais mon micro compte-rendu de rendez-vous, etc., etc. Donc c'est vrai que le CRM est une innovation technologique assez magique. Et puis avec en plus l'arrivée de l'IA aujourd'hui, tu peux faire progresser et enrichir les choses de manière encore plus importante. Donc CRM plutôt pour quand même. Donc oui, CRM pour. CRM pour, et pour le coup, une fois de plus, et là je tiens à le dire dans les fonctions de management que j'ai eues, mais le CRM n'est pas un outil de contrôle. Le CRM est un outil qui permet de réfléchir à sa stratégie, qui permet d'analyser beaucoup de choses, que ce soit sur le produit, que ce soit sur la segmentation client, que ce soit sur l'implantation de ces produits. J'ai croisé beaucoup de commerciaux et je le comprends tout à fait, qui vivent cet outil comme un outil de contrôle. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui manque dans un CRM? On va faire de la découverte produit. Qu'est-ce qui a pu manquer? Est-ce que toi, tu as été frustré par un CRM ou c'est très opérationnel hein, ma question, mais est-ce que justement, on parle d'analyse, d'aide à la stratégie, à la prise de décision complètement, je suis 100% d'accord, mais on vend quand même des produits. Les produits, pour le coup, ils ne sont pas dans le CRM, tes produits. Non. Pas systématiquement. Pas systématiquement. En principe, ce n'est pas l'outil fait pour. Mais qu'est-ce qui peut manquer? Est-ce que c'est les produits? Est-ce que justement, c'est d'autres éléments? Qu'est-ce qui a pu te manquer, toi, dans un CRM pour encore progresser et aller de l'avant dans la relation commerciale? C'est peut-être plus dans l'usage que dans l'outil en lui-même. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'aujourd'hui, qui dit CRM dit intégration de la data. Et l'intégration, elle se fait et elle s'enrichit parce qu'à un moment, quelqu'un va prendre le temps d'intégrer toute la data dans le système. Là où je parle d'usage, c'est que pour moi, le CRM idéal, c'est pas celui où tu passes ton temps à faire de l'écriture, mais c'est un CRM qui va permettre de générer de la data, qui va être au service du marketing, par exemple, et ou de l'équipe de management, qui ensuite la remettra au service des commerciaux pour qu'elle soit au profit des clients dans la foulée. Donc ce serait plutôt sur le principe d'une boucle vertueuse et d'un usage vertueux du CRM. Je rêve d'un CRM où tu cliques simplement, sans faire des choses trop complexes, et que derrière ça génère de la data sur tes ventes produits, sur voilà, la manière dont sur ta segmentation de clients, quel est le temps que tu consacres. Tu peux dans ta stratégie vouloir mettre un grand coup d'accélérateur sur l'applicateur par exemple. Tu avais une forte culture distribution, ce qui est totalement compréhensible et encore plus sur le marché français. Et puis, pour des raisons qui appartiennent à ton entreprise et à la stratégie que tu souhaites mettre en œuvre, tu dis maintenant je veux concentrer une partie de mes efforts sur l'installateur, l'applicateur, on l'appellera comme on veut. Bon, typiquement le CRM peut être un outil qui va permettre une fois de plus de mesurer les choses, de réorienter, d'ajuster et de développer des choses qui permettront de respecter la stratégie encore mieux. Très bien. On a balayé beaucoup de sujets. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur cette relation industrielle, distribution? Est-ce que tu veux finir avec un dernier mot? Avec l'avènement de l'IA, avec l'avènement de la data à outrance, il y a quand même un truc qui pour moi reste primordial. J'ai le sentiment que, et encore plus dans l'univers du bâtiment, que la relation humaine reste encore très très importante. Et de fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que tous les outils dont on a pu éventuellement parler pendant ce podcast doivent rester au service de la relation qu'on construit avec nos clients. Donc c'est pour moi vraiment le point important. Les équipes commerciales aujourd'hui, elles doivent être
à la fois dotés d'outils qui leur permettent de générer de l'information, d'avoir des outils qui vont leur permettre d'avoir des infos pour faire leur boulot, mais surtout de conserver une relation humaine importante avec de l'écoute, avec des convictions, avec de la persuasion, parce que le commercial est aussi là pour ça. Tu Et l'as pour toujours moi, ça appliqué? reste quand même la relation humaine qui prime encore à l'heure où on se parle. Tu l'as toujours appliqué ou est-ce que c'est quelque chose dont tu prends conscience encore plus en ce moment ou pour toi c'est toujours fondamental? Alors, ma nature fait que j'accorde quand même plutôt de l'importance à ce genre de choses. Évidemment, le fait de le dire et d'en discuter aujourd'hui me fait peut-être conscientiser d'autant plus le fait que ce métier reste un métier de femmes et d'hommes qui échangent, qui discutent, qui co-construisent un futur que j'espère pérenne et de développement pour tous les intervenants du marché. Une toute dernière question à titre personnel, c'est quoi les meilleurs conseils que tu as reçus toi dans ta carrière? Ah, si j'en avais peut-être un dont je parlerais aujourd'hui et qui est aussi en lien d'ailleurs avec mon activité sportive favorite, qui est le trail, c'est les efforts d'aujourd'hui sont les résultats de demain. Et d'autant plus dans ces périodes qui peuvent être parfois un petit peu troubles, on ne va pas se le cacher, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de dirigeants d'entreprises et d'équipes qui se posent des questions sur le futur en raison d'une grande période d'incertitude. Mais je reste convaincu qu'il faut continuer à préparer les choses, il faut continuer à persévérer, il faut garder une vision long terme, ce qui est quand même pas toujours simple. Mais ça, moi, c'est pour le coup des choses que j'essaye d'appliquer à mon métier, comme je l'ai fait dans ma passion sportive. Et je n'oublie pas que même si ça ne paye pas tout de suite, à un moment ou à un autre, les résultats arrivent. Et c'est un truc que j'essaye toujours de transmettre aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Merci beaucoup Alan. C'est moi qui te remercie, Lucas, de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un échange de qualité qu'on partagera prochainement. Tu reviens quand tu veux. Je reviendrai avec grand plaisir si tu m'invites. À bientôt. Au revoir, Lucas. Fab Info, là où les données deviennent des ventes.